donc j'ai beaucoup de conflits d'intérêts sur ça. Donc l'évaluation du traitement déjà de l'insuffisance tricuspide, je pense elle est essentiellement, elle passe par plusieurs étapes. La première, c'est l'évaluation de la sévérité et en général, l'outil le plus adéquat, c'est l'échographie cardiaque. Et ensuite, on évalue le retentissement clinique, donc ça c'est la clinique, et puis le retentissement morphologique et principalement le retentissement sur le ventricule droit et le retentissement de la congestion sur la veine cave inférieure. Les autres examens multimodales qu'on va utiliser, les imageries de coupe ETO, scanner et cathé droit, vont permettre de diriger les options thérapeutiques. On le verra un peu plus loin. Et l'IRM, bon, je ne suis pas d'une école d'IRM, mais je pense que vous faites pas mal d'IRM avec Alban. Donc l'IRM permet d'affiner la fonction ventriculaire droite. Alors, la première étape de l'évaluation de la fuite tricuspide dans la quantification de la sévérité, c'est de quantifier l'étiologie, enfin c'est d'identifier l'étiologie. Alors bon, ça c'est assez simple par rapport à la valve mitrale puisque 90% des fuites tricuspides sont des fuites fonctionnelles. 80-90% des patients sont FA. Alors on distingue deux étiologies comme la mitrale, les fuites atriales et les fuites ventriculaires. Ça a beaucoup moins d'importance dans la stratégie thérapeutique de la fuite tricuspide par rapport à la mitrale. Et puis, vous avez à cheval entre la fuite secondaire et la fuite organique, les fuites liées au pacemaker qui ont un peu une étiologie hybride. C'est important d'identifier cette étiologie parce que ça va conditionner déjà le traitement avant de traiter la fuite tricuspide en elle-même, puisque si on a une fuite secondaire, il faut savoir quelle est la cause qui cause cette fuite tricuspide. Et donc, il faut rechercher une cause gauche. Est-ce qu'il y a un RAC qui serait sous-estimé? Est-ce qu'il y a une fuite mitrale qui serait masquée et qui serait dynamique à l'effort? Est-ce qu'il y a une coronaropathie en dessous? Donc ça, il faut le chercher. Il faut optimiser le traitement médical. La resynchronisation cardiaque a montré une réduction de la fuite tricuspide. Et il n'y a pas de grosses études, mais c'est pareil, l'ablation de la FA permet aussi de réduire les fuites tricuspides. Ensuite, une fois qu'on a éliminé les causes gauches secondaires, on va évaluer la sévérité de la fuite. Et donc là, on a deux scénarios. Soit la fuite, elle est vraiment sévère avec un défaut de coaptation majeur. On met la sonde, le ventricule droit écrase le ventricule gauche. Et dans ce cas-là, on sait que la fuite est importante. Et ce qui va être le plus important, c'est d'évaluer le retentissement sur le ventricule droit. Quelle est la fonction ventriculaire droit, notamment le TAPS, quelle est la respiration de la veine cave. Et puis, on va multiplier les vues. C'est important de savoir d'où vient cette fuite. Est-ce qu'elle vient de la commissure antéro-septale? Est-ce qu'elle vient de la commissure postéro-septale? Et bien, utiliser donc bien toutes les vues parasternales modifiées, petit axe et quête cavité pour identifier correctement la fuite. Si la fuite elle n'est pas sévère d'emblée, il faut faire attention, notamment dans les polyvalvulopathies qui sont référées en chirurgie. Il va falloir notamment faire inspirer le patient pour pouvoir augmenter le retour veineux et regarder si vous avez ou pas une fuite sévère. En tout cas, le paramètre clé de la fuite, de la quantification de la fuite tricuspide, ça doit reposer sur l'évaluation de la PISA, de la surface d'orifice régurgitant, qui n'est qu'une équation de continuité qui permet de quantifier la surface du trou de regurgitation. Et vous savez que maintenant, on utilise une classification avec 5 grades. Donc le grade modéré en français qui est inférieur à 20 mm², le grade moyen entre 20 et 40, et ensuite le grade sévère entre 40 et 60, et ensuite on augmente tous les 20 mm² à massif et torrentiel. Alors, est-ce qu'il faut traiter la fuite tricuspide? Alors, on ne sait pas s'il faut traiter une fuite tricuspide, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que la fuite tricuspide a un impact pronostic sur la survie des patients. Ça, c'est une étude nord-américaine que vous revoyez à chaque fois qui s'intéresse aux fuites tricuspides secondaires. Et vous voyez que la médiane de survie des patients qui ont une fuite sévère, elle est de 2,2 ans une fois qu'on ajuste à l'âge, à la veine cave inférieure et à la fraction d'éjection ventriculaire ainsi qu'au retentissement sur le VD. Dans les fuites isolées,
isolés. Il y a cette étude qui date maintenant de Topilsky. Chez les patients qui sont en FA, vous voyez, à partir de 40 mm² de SOR, on a une réduction de la mortalité. Alors, ce n'est pas du tout la médiane de survie de 2,2 ans, c'est un peu plus long, on est plutôt aux alentours de 8-10 ans, mais il y a un impact pronostic. Et donc, dans l'esprit, c'est qu'il est essentiel de ne pas laisser évoluer une fuite tricuspide et il faut essayer de traiter au maximum les causes favorisantes. Que disent les recommandations? Les recommandations sont relativement claires en ce qui concerne les fuites tricuspides qui sont découvertes chez les patients qui sont référés pour une chirurgie du cœur gauche. Il faut les traiter en même temps que lorsque vous envoyez le patient se faire opérer du cœur gauche, que la fuite soit sévère, qu'elle soit modérée ou qu'elle soit moyenne, avec une dilatation de l'anneau définie par un diamètre supérieur à 40 mm ou 21 mm par mètre carré. En effet, il n'y a pas de surmortalité à traiter en périopératoire du cœur gauche, ces fuites. Vous avez une étude randomisée sur 400 patients, avec des patients qui sont référés pour une chirurgie de la valve mitrale à type dégénérative. 200 n'ont pas eu de réparation tricuspide et 200 ont eu une réparation tricuspide lorsqu'ils avaient une fuite moyenne ou modérée avec une dilatation de l'anneau. Et vous voyez que chez les patients qui ont une chirurgie tricuspide associée, on a moins d'évolution vers une fuite post-opératoire. Ici, vous avez tous les patients du côté de chirurgie seule qui évoluent vers une fuite associée tricuspide. Il n'y a pas de surmortalité. En revanche, on a un taux de pacemaker qui est de 14%, qui est retrouvé à peu près dans toutes les études lorsque vous faites de la chirurgie tricuspide. Donc, on verra à long terme si ça impacte ou pas le pronostic des patients, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de retour sur cette étude qui a été publiée en 2021 dans le New England. Qu'est-ce qu'on fait des fuites isolées? Les fuites isolées, alors les recommandations disent qu'il faut les traiter lorsque vous êtes symptomatique ou lorsque vous avez une dilatation ou une détérioration de la fonction droite. Alors ensuite, quel traitement, on en discutera. Chez les patients qui sont asymptomatiques, on reste sur le traitement médical. Et chez les patients qui ont une HTAP précapillaire sévère ou une dysfonction droite ou gauche très sévère, on reste sur traitement médical pour l'instant parce que le risque opératoire reste très important. Cela probablement va changer dans le temps, mais pour l'instant, ce sont les recommandations. Alors, comment on caractérise le risque opératoire? Je pense qu'il faut rendre hommage à Julien Dreyfus, qui est au CCN, qui a fait ce très beau travail avec David Messika-Zetoun. Ils ont repris la cohorte française de patients qui ont été opérés de la valve tricuspide et ils ont isolé ceux qui étaient traités chirurgicalement de façon isolée et ils ont identifié ces 8 critères qui permettent de prédire la sévérité de la fuite, la mortalité périopératoire. Et vous voyez que lorsqu'on a un score qui est jusqu'à 3, la mortalité, elle est entre 1 et 5%. Et ensuite, lorsqu'on dépasse les 3, on a une augmentation assez exponentielle de la mortalité. Et pour avoir 3 points, c'est assez simple, c'est l'âge, le symptôme, NYHA3 et 4, et puis les signes d'insuffisance cardiaque, mais ça, c'est a priori assez constant. Il ne faut donc pas augmenter les diurétiques. Vous voyez, si on a des doses de diurétiques très élevées à 125 mg, on a 2 points. Lorsqu'on a un impact sur la fonction rénale ou la fonction hépatique, on a déjà 2 points à chaque fois. Donc, je pense que c'est important. C'est le message que veut faire passer Julien, c'est qu'il faut vraiment référer aux chirurgiens ou aux cardiologues interventionnels les patients avant qu'ils dégradent leur fonction rénale, avant que vous ayez des doses très élevées de diurétiques ou avant que vous ayez un impact sur le foie et la fonction gauche. Alors, quel est le risque opératoire des fuites tricuspides isolées? Vous voyez, quand on ajuste au tri-score, les patients qui ont un tri-score à moins de 3, ils bénéficient de la chirurgie par rapport au traitement médical. Vous voyez qu'on a 72% de mortalité, 72% de survie avec un risque opératoire qui est très faible, de 3% seulement, lorsque le tri-score est inférieur à 3 dans le bras chirurgie. Lorsque le tri-score dépasse les 3, on a une mortalité qui augmente de façon assez exponentielle. Vous voyez 9% dans les 4 à 5 et 17% lorsqu'on est au-delà de 6. Ça veut dire que j'ai plus de temps là, c'est ça? Ah d'accord. Donc
ces résultats montrent qu'il faut vraiment pas faire ce qu'on faisait avant. C'est ce que je faisais avant, c'est qu'on traitait les patients sous diurétique, on était content, et donc on mettait les déchets, enfin la poussière sous le tapis, et puis après on se retrouve avec des patients avec des fuites torrentielles qu'on ne peut plus traiter qu'on peut plus traiter après. Alors, quand les patients sont à haut risque, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est pareil que ce que Olivier a traité. On a des méthodes de réparation tricuspide, et puis on a des méthodes de remplacement valvulaire percutané. Alors, on a plus de chances parce qu'on n'a pas l'obstruction intravégée pour les remplacements. Donc, je vais vous faire un par un les les différentes modalités. Alors, le clip tricuspide, il y a le Abbott et il y a le Pascal. Les deux sont marqués CE et FDA Approve. L'étude Triluminate 2 du clip de chez Abbott, qui a randomisé 175 patients dans le groupe placebo, 175 patients dans le groupe clip, montre que on a une augmentation de la qualité de vie. Il n'y a pas de différence en termes de mortalité ni de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Il y a une étude à 2 ans, qui est un peu une étude tirée par les cheveux, qui a été tirée un peu par le crossover. Mais en tout cas, il n'y a pas de bénéfice. On n'a pas retrouvé de bénéfice non plus dans le TriFR. Et ce qui est probable, c'est que cette absence de bénéfice du tricuspide par rapport au clip mitral, c'est qu'il y a pas mal de fuites résiduelles. Vous voyez, on a 50% de fuites grade 3 à 4 qui persistent après un clip. C'est dans ce groupe-là, même si la diapo est très jolie. Et Julien et David ont montré que si vous avez des fuites modérées ou des fuites sévères, après un clip, vous voyez que la mortalité est impactée à 2 ans. Donc il faut vraiment un très bon résultat. Alors, si on ne peut pas clipper, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, déjà, il faut bien sélectionner les patients, pardon. Alors, les patients qui sont des bons candidats au clip, c'est comme pour la mitrale, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient une maladie trop évolutive. Donc, il faut bien les diurétiquer. Nous, on faisait des cures de lévocimandant quand j'étais en USIC à Mont-d'Or. Voilà, donc on peut faire des cures de lévocimandant, de les diurétiquer avant de les clipper. Ça donne plutôt des bons résultats. Il faut plutôt une anatomie feuillée ou bifeuillée, mais les quadriscupides ont un moins bon résultat. Les G centraux ou antéroseptales se prêtent mieux que les G postérieurs. Bien sûr, en fait, quand vous avez une surface de reflux regurgitant qui dépasse 15 mm², vous avez un défect qui est trop large. Quand vous avez des cordages qui sont déjà denses, c'est des valves qui sont un peu épaissies, donc ils se prêtent moins bien. Et puis les pacemakers se prêtent beaucoup moins bien. Et ce qui est important, ce qui est le rejet de pas mal de clips, c'est l'échogénicité. Il faut vraiment une très bonne échogénicité parce qu'il faudra arriver à être perpendiculaire. Et par rapport à la mitrale, c'est très variable d'un patient à l'autre, l'échogénicité en ETO. Et donc, c'est pas facile du tout. Alors, où est-ce qu'on en est des prothèses valvulaires? Eh ben, il y a une prothèse valvulaire qui est marquée CE, qui marche plutôt bien. C'est la prothèse de chez Edwards. C'est une prothèse qu'on a en nitinol qui consiste à venir gripper les valves entre le corps de la valve et l'appareil sous-valvulaire. Vous voyez qu'il y a 3 tailles, 44, 58. Il y a une autre qui est plus grande, qui est une 56, je crois, qui est sortie en test aux États-Unis. Alors, les temps de procédure ont diminué. Alors, les premières études, c'était 71, mais les Américains disent qu'ils le font en une demi-heure. Un succès clinique aux alentours de 80%. Il faut une bonne échogénicité pour voir les leaflets, c'est important. Parce que si on manque plus de 3 leaflets, il y a un risque d'embolisation qui est important. Actuellement, ce qui pêche un peu, et les équipes américaines ne sont pas contentes, c'est le taux de pacemaker périopératoire. C'est 25%. Avec des décès qui peuvent survenir. Donc, il ne faut pas libérer les patients trop tôt. Et puis, il y a aussi le prix de la valve qui reste pour l'instant assez élevé, puisque c'est 40 000 € pour l'instant. Vous voyez qu'il n'y a pas, pour l'instant, il y a une amélioration. En tout cas, il n'y a pas quasiment plus de fuites post-interventionnelles. 99% des fuites inférieures au grade 3. On a une amélioration fonctionnelle, mais on n'a pour l'instant pas d'amélioration clinique sur la réhospitalisation et la mortalité. Ensuite, on a la valve Topaz. C'est une valve que j'ai développée. C'est une valve qui a la particularité d'avoir une double paroi, donc qui s'accommode très bien au ventricule. Vous voyez ici au scanner. Et donc, qui laisse le ventricule se remodeler. Là, on a implanté une à New York la semaine dernière. Rebecca Nan était époustouflée. Donc, en fait, c'est une valve qui se met
comme les autres valves, hein, c'est-à-dire qu'il faut être coaxial, il faut éviter la bande modératrice, ça se libère, ça s'ancre dans les feuillets avec des petits picots. L'étude du First in Man a été publiée et on est en étude de marque HCE et étude IFS aux États-Unis. Je veux passer pour pas vous emboliser avec ça. Et ensuite, on a une valve chinoise qui avait été testée en France, notamment à Mont-d'Or et au CCN, mais dans pas mal de centres. C'est une valve très souple avec 2 oreilles de lapin qui viennent s'agripper sous les feuillets et une encre septale. L'avantage de cette valve, c'est qu'ils ont des grandes tailles. Ils peuvent traiter jusqu'à des anneaux de 60-65 mm. Les premiers résultats sont relativement favorables. C'est pareil, les First in Man sont plutôt bons et on attend l'étude de plus grande envergure. Le grand écueil des équipes qui implantent cette valve, c'est le détachement tardif lié à l'encre septale qui ne semble pas être assez robuste. Voilà, je pense qu'ils reviendront avec probablement des révisions de cette valve. Je vais passer ça. Alors, globalement, si je vous résume, je pense que clip ou remplacement valvulaire, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça améliore les symptômes, mais ça n'améliore pas la mortalité. L'avantage du clip, lorsque on a des bons résultats, c'est que la mortalité, comme le clip mitral, est très très faible. Il n'y a quasiment pas de mortalité périopératoire. Le remplacement valvulaire, il faut faire attention parce que si on positionne mal la valve, la conversion à la chirurgie est grévée d'une mortalité assez élevée, notamment dans les cas compassionnels, on a 10% de mortalité. Donc il faut vraiment en discuter. Et donc pour conclure, je pense que l'insuffisance tricuspide sévère, en tout cas ce qui est sûr, c'est un marqueur de surmortalité. On ne sait pas trop si la corrigée permet d'améliorer les patients, d'améliorer la mortalité, mais ça améliore les symptômes des patients. Donc il faut le proposer pour ceux qui sont référés en chirurgie du cœur gauche. Donc regardez bien la valve tricuspide lorsque vous envoyez des patients à la Pitié pour se faire opérer du cœur gauche. La correction des fuites tricuspides isolées, ça permet d'améliorer les symptômes et la qualité de vie. Et par contre, je pense qu'il faut vraiment discuter de la stratégie thérapeutique de façon multidisciplinaire, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de traitement miracle qui permet de dire bon voilà, mon patient va vraiment bénéficier d'une telle ou telle stratégie. Voilà, je vous remercie. J'espère que je suis dans les temps. Et merci Pascal. Est-ce qu'on a des questions? Olivier. Oui. Alors, moi, je voulais avoir ton avis sur souvent, on se pose la question pour le TriClip. On dit souvent, si on ne traite pas la fuite, il va y avoir une dysfonction VD, et ensuite ça sera plus réversible, on sera bloqué. À partir de quel moment tu proposes un TriClip, je sais pas, en fonction de la posologie de la LX ou en fonction des symptômes? Je pense que dès que le patient a besoin de diurétique, si la fuite n'est pas trop évolutive, c'est-à-dire qu'on a bien sûr un sort supérieur à 30, alors pour Julien Dreyfus et 40 pour les recommandations, et que le patient est clippable, je pense qu'il ne faut pas attendre que le patient évolue, parce qu'après, il ne devient pas clippable. C'est un peu le problème. Je pense que la fonction VD est réversible pendant un long moment, en tout cas quand les fuites restent modérées à sévères. Lorsque les fuites sont torrentielles avec des gaps de coaptation, la réversibilité de la fonction VD, elle est assez aléatoire et les patients reviennent malgré le fait qu'on leur implante des prothèses, il n'y a pas de fuite, ils reviennent pour de la défaillance cardiaque droite. Donc en fait, je pense qu'il faut traiter assez tôt avec des techniques qui ont un faible impact pronostique, en tout cas un faible risque opératoire. Oui. Micro. Deux micros. Merci, bonjour. Une question purement échocardiographique. Pour évaluer le retentissement sur le ventricule droit, en dehors de TAPS et l'AN2S, quels sont les d'autres critères échocardiographiques? Alors, je pense que en fait, quand vous regardez le TriScore, et je pense que ce TriScore a balayé pas mal de paramètres échocardiographiques, puisque finalement, comme vous voyez, il a énormément simplifié
les données et le retentissement qui est défini par Moderate to Severe Right Ventricular Dysfunctions, c'est sur la base du TAPS de l'onde S' en Doppler tissulaire et de la surface, enfin de la fraction de raccourcissement. Et vous voyez que l'impact de cette évaluation, alors qu'avant on en faisait tout une cérémoniade, vous voyez que la valeur de la dysfonction ventriculaire drôle ne vaut qu'un point. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la congestion, l'impact de la congestion d'organes. Et je pense qu'un marqueur qui est assez facile à quantifier en échographie, c'est la respirabilité de la veine cave. Quand vous avez une veine cave qui ne respire pas, malgré le traitement de diurétique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre fonction droite ne marche pas de façon optimale. Et donc il faut un peu s'alarmer sur ça. Merci pour la clarté de votre exposé. Ma question, c'est qu'en est-il des complications infectieuses septiques post-procédure? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Les patients qui ont une insuffisance tricuspide, ils meurent tous de sepsis. Et notamment lorsque vous mettez un dispositif bicave, il y a une congestion d'organes. Et donc, il y a un foie qui est impacté. Vous savez, les trich valves, on n'en met pas trop en France, mais c'est assez compassionnel. Mais les patients dont vous mettez une valve tricuspide et ça ne se passe pas bien parce que la valve va tilter et que vous ne voulez pas opérer, ils finissent par développer une congestion et ils développent de façon assez rapidement un sepsis. Donc, c'est les patients qui sont relativement fragiles au sepsis. Mais si la valve est placée correctement, si le clip est placé correctement, on rejoint une cohorte d'endocardite, c'est-à-dire à peu près 1% de risque d'endocardite durant leur vie.